Costume et parure. La pièce de costume emblématique des Romains est la toge. Étymologiquement, le mot désigne une couverture de laine rectangulaire servant à la fois pour mettre sur le lit et pour se couvrir à l'extérieur. Ensuite, la toge adopte la forme d'un presque demi-cercle mesurant jusqu'à près de 6 mètres de diamètre sur 2,50 m de rayon. Il faut se faire aider d'un esclave pour la draper, et l'élégance se remarque au savant ordonnancement du plissé. À l'époque de Caton l'Ancien, moins ample, elle enveloppait le corps plus étroitement en recouvrant le bras droit. Seule la main droite sortait du vêtement. C'est Caius Gracchus qui éprouva le besoin de dégager le bras droit pour mieux appuyer du geste ses discours. Un siècle plus tard, le bras droit est complètement dégagé et le tissu n'est plus retenu que par une fibule qui fixe la toge à la tunique sur l'épaule droite. La toge reste la marque du citoyen libre et en paix jusqu'à la fin de la République, puis n'est plus portée que lors des cérémonies et pour les actes officiels. On lui préfère alors des manteaux moins encombrants. La toge du citoyen est blanche, les enfants jusqu'à 17 ans et les sénateurs la portent avec une bande pourpre au symbolisme protecteur, c'est la toge prétexte. Elle peut aussi être brodée ou ornée de bandes de couleurs pour les dignitaires lors des solennités. Trapea, picta. Sous l'Empire apparaissent des toges de couleurs. Sous la toge, le citoyen porte une sorte de caleçon, subligaculum, et une tunique généralement sans manches qui tombe jusqu'aux genoux. Pour plus de commodité, on lui préfère parfois un manteau d'origine grecque, pallium, ou galloise, lacerna, sorte de pèlerine à capuchon, cuculus. La paenula est un manteau de voyage en laine ou en cuir sans manches avec capuchon. Sur la tête, le Romain porte une petite calotte circulaire, pileolus, et, contre le soleil, un chapeau grec à large bord. Aux pieds, il chausse différentes sortes de sandales, mais avec la toge, il porte le calceus, petit bottillon de cuir noir, rouge pour les magistrats sur retenu par des lanières de cuir. Chez lui ou chez un autre, il chausse des sandales, soleia, simple semelle retenue par une lanière de cuir. Il possède des chaussons, des bottes et des sabots. Les femmes de l'époque classique ne portent pas la toge, réservée aux jeunes filles ou aux femmes de mauvaise vie, mais une longue robe, la stola, munie en bas d'une garniture brodée. Au-dessous, une tunique et un corset. Une bande d'étoffe sert de soutien-gorge. Sur la stola, elles mettent un manteau, soit la palla qui ressemble au pallium, soit la paenula. Point de chapeau, elles jettent un pan de leur manteau sur leur tête, mais une ombrelle contre le soleil. Aux pieds, le même type de chaussures que les hommes, mais plus fines et souvent blanches. La parure. Les femmes riches arborent de nombreux bijoux, bagues, colliers, bracelets, pendants d'oreilles, souvent assez volumineux, et se servent d'éventails. Dès la fin de la République, la coiffure plate avec les cheveux tirés en arrière et tenue par un simple chignon laisse place à une recherche de plus en plus excentrique sous l'Empire. Après les cheveux frisés, la mode est aux échafaudages savants obtenus à l'aide de postiches. La perruque est d'usage courant. La coiffure devient plus simple à partir du IIIe siècle. Les hommes portent les cheveux courts et se rasent depuis le IIe siècle avant notre ère, selon une mode que voulaient lancer les barbiers de Sicile, mais qui fut surtout popularisée par Scipion africain. Seuls les adolescents laissent pousser leurs cheveux et attendent pour faire couper leur barbe naissante. Ensuite, se laisser pousser les cheveux et la barbe est un signe de deuil. Mais au IIe siècle, à, ba- à bâtir, quoi? À partir d'Adrien, la barbe redevient à la mode. Hommes et femmes ont le souci de leur apparence. L'hygiène est bonne dès l'époque classique. On use également de parfums variés et parfois coûteux. Ovide, dans L'Art d'aimer, nous a laissé une plaisante image de ces soucis d'élégance. Les coiffures des femmes, souvent très compliquées, ont varié selon les époques. Parfois, la longueur des cheveux ne suffit pas et il faut utiliser des perruques. Jusqu'au milieu du 1er siècle, elle reste assez simple. La coiffure en nid d'abeille ou en diadème apparaît sous les Flaviens. Elle durera longtemps avec des variantes. Les accumulations de nattes enroulées sur la tête sont propres aux jeunes filles le jour de leurs noces. Sur la tunique à manches longues, on passe une tunique parfois plus courte et à manches courtes. Le manteau, maintenu sur l'épaule droite par une fibule, complète l'habillement. Les tuniques des femmes ont souvent des manches maintenues par des fibules. La robe de dessus peut être dépourvue de manches et le manteau drapé par-dessus. Tous ces vêtements sont de couleurs différentes et souvent assez vives. Les chaussures habituelles et la sandale plus ou moins ouverte, lacée sur le pied. On porte aussi des chaussures en cuir fin, fermées, qui montent sur la cheville, perrot.
Les philosophes et les gens qui affectent la simplicité se contentent de légères sandales, souvent en papyrus. Quant aux paysans, ils portent la carbatina, lacée aussi sur le pied. Il existe encore des bottines, le cothurne. En principe, ils chaussent certaines divinités, et parfois les empereurs, comme un attribut divin. Certains hommes le portent, ce qui est considéré comme une insolence ou un signe de mollesse.